Donc il s'agit, vous le savez, d'une manifestation partenariale organisée par un collectif que vous connaissez maintenant, le collectif pour un développement durable de la lecture, qui, vous le savez, rassemble les partenaires de l'école en vue d'essayer d'œuvrer tous ensemble pour améliorer cet apprentissage essentiel qui est la lecture. Le collectif mène une action militante à travers une simple conviction que la lecture n'est pas un apprentissage comme un autre, mais un apprentissage vital, une expérience vitale et, comme le dit Geneviève Pat, une histoire de rencontre. Apprendre à lire à tous les élèves, c'est un combat, vous le savez bien, et c'est un combat dans lequel l'école a besoin d'être soutenue et relayée. Donc c'est pourquoi on a, quelques-uns et moi-même, avons constitué le collectif DDL pour contribuer à l'émergence de projets coopératifs autour du livre et de la lecture. Le but est toujours de créer des liens entre les enseignants, les familles, les animateurs, les associations et les bibliothécaires, par exemple. Bon, il ne vous a pas échappé que cette année, notre ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a engagé une profonde réforme. Une profonde réforme qui en fait est une véritable refondation de l'institution scolaire. Dans ce contexte, marqué par la mise en place des projets éducatifs territoriaux, l'institution scolaire fait appel à des partenaires diversifiés. Alors que vous pouvez presque dire qu'il y a quelques années, le travail partenarial n'était pas forcément recherché ou valorisé, désormais le travail partenarial est recherché dans le cadre des projets éducatifs territoriaux. On fait appel à des activités ou à des animateurs pour mener des activités ludiques, sportives, éducatives. Eh bien, le collectif pour un développement durable de la lecture estime que le livre a toute sa place dans ces activités, y compris périscolaires ou qui peuvent se produire dans les médiathèques ou les bibliothèques autour de l'école. C'est pourquoi cette année, nous avons choisi le thème « Le livre au cœur donc du projet éducatif territorial, au cœur de l'école ». Alors je n'ignore pas que la refondation est d'abord ressentie par vous comme changement important dans les horaires des écoles. La question des rythmes scolaires nous a tous occupés ces dernières semaines. D'autres dispositifs ont vu le jour, comme plus de maîtres que de classe, le retour à la scolarisation des moins de 3 ans, ou encore la mise en place d'un plan numérique pour tous, dont nous aurons à reparler. Mais au-delà de ces dispositifs institutionnels, la refondation se donne pour objectif de remettre les valeurs de l'école de la République au cœur de l'école. Voilà, normalement ça devrait s'allumer. Donc ça nous rappelle les objectifs cette année, coopérer pour placer le livre au cœur du projet éducatif, dans sa relation avec la morale laïque, et puis, toujours un instant de doute. Il s'agit d'assumer, donc je cite Vincent Peillon, une école qui porte haut les valeurs de la République. Et le ministre le déclare lui-même, la refondation de notre école doit concerner les structures, mais aussi les esprits et les pédagogies. Vous savez que dès cette rentrée, chaque école devra apposer la devise de la République en lieu visible pour tous. Une charte de la laïcité sera affichée de façon visible dans l'enceinte scolaire. Ici, j'ai un message spécial à faire passer aux directeurs d'école, directrices d'école. Il faudrait, en quittant tout à l'heure le forum, récupérer votre grande affiche sur la charte de la laïcité à l'école qui vous attend à l'accueil, qui a été confiée aux demoiselles qui sont à l'entrée de la salle. Voilà, donc vous pourrez afficher fièrement la charte de la laïcité à l'école dans vos établissements. Mais il ne s'agit pas seulement d'un affichage. Il est prévu dans la réforme un enseignement moral et civique, un module de formation à l'enseignement de la laïcité et des valeurs républicaines qui sera dispensé au sein des écoles supérieures du professorat. À la rentrée 2015, des horaires seront dédiés à l'enseignement de la morale laïque.
Nous aurons 1 heure par semaine à l'école et 1 heure par semaine au collège, et 18 heures au minimum sur l'année pour le lycée. Donc ça va devenir un véritable enseignement. Alors, cette affirmation de la morale laïque à l'école est à mes yeux un aspect essentiel et très positif de la refondation. Nous avons là, me semble-t-il, une chance de retrouver le sens de l'école républicaine, une école centrée sur les valeurs d'élévation de l'humain, une chance de se sentir de nouveau acteur et responsable d'un projet commun qui fédère les énergies et non le simple exécutant de programmes morcelés et dictés par une bureaucratie anonyme et tatillonne. Encore faut-il débarrasser la morale de sa mauvaise réputation et définir ce qu'on appelle la morale laïque. Alors je dis tout de suite, il ne s'agit pas bien sûr de faire la morale à nos élèves, mais il s'agit de les aider à travers des activités pédagogiques appropriées à comprendre et à mettre en œuvre les valeurs qui fondent la République. Alors pour mon propos, s'agissant d'une conférence pédagogique ex-cathedra, je m'appuierai sur 3 sources. D'une part, le livre de Vincent Payon, que je vous incite à lire, qui s'appelle « Refondons l'école pour l'avenir de nos enfants ». Le verso est intéressant aussi. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est visible? C'est mieux, hein? Voilà, il est affirmé assez clairement que refonder l'école de la République, refonder la République par l'école, tel est le chemin. Hein, voilà. Et le commentaire du Nouvel Observateur n'est pas anodin. La cohérence du projet qui s'impose progressivement donne à son livre un ton joyeux, plein d'espérance, et osons le mot, quasi révolutionnaire. On avait oublié que Vincent Payon était révolutionnaire à sa façon. Alors, deuxième source d'inspiration pour cette conférence, l'ouvrage d'un professeur de philosophie, Abdenour Bidar, intitulé « Pour une pédagogie de la laïcité », également préfacé par Vincent Payon. Voilà. Et enfin, un rapport officiel qui a été remis au ministre au mois d'avril et qui s'appelle « Rapport sur la morale laïque ». Voilà, que vous pouvez trouver. Alors, ces derniers documents sont téléchargeables sur le site du ministère de l'Éducation nationale que vous connaissez tous maintenant. Alors, je suivrai pour cette conférence pédagogique un plan traditionnel académique, en 3 parties, 3 sous-parties. Tout d'abord, je voudrais vous parler du contenu de cet enseignement nouveau. Nous chercherons à définir assez plus clairement possible ce qu'il faut entendre par morale laïque. En particulier, nous verrons que la morale laïque n'est pas un dogme, elle n'est pas non plus un néant de principe. Elle a un contenu qu'il importe de cerner comme il en va pour tout objet d'enseignement. Deuxièmement, nous nous intéresserons aux relations qu'entretiennent les livres avec la morale, puisque ici, nous parlons du livre. Donc, quelles sont les relations entre le livre et la morale? Je peux dire tout de suite que les livres sont un support privilégié pour l'enseignement de la morale. Et troisièmement, nous traiterons du comment, des méthodes. Nous verrons pourquoi la mise en place d'un projet coopératif autour du livre permet de faire vivre la morale laïque. Alors venons-en au contenu. Donc, je vais écrire premièrement le contenu. Qu'appelle-t-on la morale laïque? La morale laïque n'est ni un dogme, ni un néant de principe. Alors dans sa définition, la morale, c'est ce qui régit les mœurs. Mores en latin, les mœurs. Donc la morale, dans son acception traditionnelle, a bien à voir avec le dogme. Un dogme entendu comme affirmation fondamentale, incontestable, intangible. Il s'agit de règles de la vie sociale que chacun doit respecter sous peine de sanctions, civiles ou divines. Chaque société ou religion a érigé ses tables. Ici, vous avez la table qu'on appelle le Code d'Hammurabi,
1750 avant Jésus-Christ. Si ça grossissait un peu, on verrait que cette pierre qui est au Louvre est entièrement gravée de signes kabbalistiques et qui en fait constitue un code de bonne conduite. Alors c'était à l'époque un progrès, puisque ce code interdisait de crever plus d'un œil à votre voisin si vous en avez crevé un. Parce qu'il arrivait que pour un œil, on crève les 2 yeux du voisin, voire 3, c'est-à-dire un œil de la femme aussi. Donc, par exemple, dans ce code, on peut voir un progrès. La notion de justice, d'équilibre est déjà présente. Bon, on pense aussi, bien sûr, aux 10 commandements de Moïse, hein, au décalogue. Voilà l'image de la morale traditionnelle. On pourrait presque dire que la voici. Quelqu'un vous donne les commandements et vous devez vous y conformer. Les exemples donc abondent qui attestent partout de l'existence de règles basées sur l'exigence simple de la réciprocité. Des règles qui étaient toujours adossées, soutenues par la croyance, plus ou moins, en un tribunal divin transcendant l'individu. Bon, bien sûr, il y a eu dans l'histoire des controverses et des oppositions, on le sait bien, des guerres de religion. Vous connaissez tous, étant enseignant, la controverse de Valladolid en 1527, hein, qui a consisté à savoir ce qu'on devait faire des Indiens d'Amérique, plus exactement des Aztèques, qui n'étaient pas des bons sujets chrétiens, puisqu'ils pratiquaient les sacrifices humains. Donc voilà ce que faisaient les Aztèques en 1450 environ, 1500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire en gros 3000 ans après le code d'Hammurabi. Vous voyez que les progrès de la morale au niveau de la planète sont assez lents quand même. Hein. Donc, grosso modo, malgré ces controverses, on avait l'impression que le monde était régi par un ordre immuable et que finalement il fallait s'y conformer pour être en règle avec la morale. Cette idée d'un cosmos, donc d'un ordre, a été très très tenace et n'a été battue en brèche en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle en gros. Mais les premières prémices de remise en cause de cet ordre divin sont intervenues au XVIIIe siècle sous le nom de Lumière, mais surtout à partir de la Renaissance. Alors je vous présente ce monsieur, dont certains d'entre vous l'auront sans doute reconnu. L'Assemblée est trop grande pour que je prenne quelqu'un pour lui demander de me citer le nom de ce personnage. Il s'appelle Nicolas, mais il n'est pas président de la République. Il est moins connu que Justin Bieber. C'est pourtant un grand révolutionnaire à sa façon. Il s'agit de Nicolas Copernic. Copernic, donc, qui a développé une théorie assez folle à son époque, selon laquelle le Soleil se trouvait au centre de l'univers et la Terre tournait seulement autour de lui. Donc les conséquences de cette théorie qu'on appelle l'héliocentrisme furent quand même importantes, un changement profond des mentalités et des points de vue philosophiques et religieux, tellement important qu'on parle couramment, et là on rejoint un petit peu Vincent Trion, de révolution copernicienne. C'est donc déjà 2 fois qu'on évoque le mot de révolution. Alors en 1616, un autre personnage aussi connu que Copernic a dévoilé ceci aux êtres humains. Ce n'est pas un tableau, ça aurait pu être une œuvre d'art. Hein. En réalité, c'est simplement un croquis que Galilée a effectué en observant la Lune grâce à une lunette, la lunette de Kepler qu'il avait perfectionnée et qui grossissait 30 fois. Donc il avait découvert que la Lune présente, devinez, des imperfections. Ce n'est pas un astre tout luisant et tout coloré, mais sur la Lune, il y a même des montagnes qui ressemblent étrangement à la planète Terre. Et puis Galilée ne s'est pas arrêté là, il a découvert que autour de Jupiter gravitaient 4 petits corps, comme la Lune autour de la Terre, reproduisant un système solaire en miniature. Il a appelé d'ailleurs ces planètes les planètes médicéennes, puisque c'était un bon citoyen qui voulait honorer la famille Médicis qui régnait sur sa ville.
La Terre, donc, à partir de ce moment, la Terre n'est plus une création exceptionnelle, mais une simple planète semblable à tant d'autres. Non seulement elle ressemble à d'autres planètes dans l'univers, non seulement elle ne fait que tourner autour du Soleil, mais elle est même plutôt petite, et le Soleil lui-même est perdu dans l'univers. Finalement, en 1633, vous le savez, Galilée est comparé devant le tribunal de l'Inquisition, et il doit abjurer. Donc vous savez que d'après une légende tenace, Galilée aurait alors prononcé à propos du mouvement de la Terre, et pourtant, elle tourne. Mais comme l'écrit Albert Camus dans le mythe de Sisyphe, Galilée a bien fait de se rétracter. Il a bien fait de se rétracter parce que, quelques années avant lui, un autre personnage du temps, Giordano Bruno, avait été brûlé, vif, accusé d'athéisme et d'hérésie par l'Inquisition. Giordano Bruno était allé un petit peu plus loin que ses prédécesseurs. Il avait démontré philosophiquement la pertinence d'un univers constitué d'une quantité innombrable d'astres et de mondes, identiques au nôtre, un univers infini, à la création douteuse ou inachevée, ce qui finit par lui faire dire que peut-être la création n'avait pas été réalisée par Dieu. Il a donc été accusé d'athéisme et brûlé en place publique. Mais le mal était fait en quelque sorte, et malgré ses difficultés et ses oppositions, sur un plan moral, ces découvertes scientifiques eurent des conséquences irréversibles. Quelques années plus tard, le mathématicien Blaise Pascal écrivait cette phrase célèbre aussi: « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment et me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre, de toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais et que je dois bientôt mourir. » Évidemment, ce n'était pas gai, la disparition de l'ordre divin et du cosmos. Sur le plan philosophique, le mouvement de déconstruction de la morale traditionnelle ne s'arrêta plus. Nietzsche proclamant finalement dans le Gai Savoir, en 1880, sans d'ailleurs s'en réjouir, « Dieu est mort », avant d'ajouter « Nous l'avons tous tué ». On connaît cette conséquence tirée par Dostoïevski, reprise également par Albert Camus, dans L'homme révolté, qui fait dire à un de ses personnages, Dimitri Karamazov, un vilain personnage accusé de parricide. Et donc ce Dimitri Karamazov dit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». Alors qu'en est-il de la morale? Pire encore, les Français sont parfois pires, le marquis de Sade écrit que le vice ou la vertu, tout se confond dans le tombeau. Dans ce champ de ruines, que devient la morale? Comment la fonder sans transcendance? Eh bien, la morale laïque est une tentative de réponse à cette question. Alors, j'en viens à la morale laïque. Normalement, vous devriez écrire 1.3. La morale laïque est trop souvent entendue comme une simple neutralité. On s'abstient de parler de sujets qui fâchent. C'est ce qu'on pourrait appeler une laïcité d'abstention. Cette conception de la laïcité-neutralité a permis à l'école d'instaurer une séparation avec les religions, d'instaurer une neutralité confessionnelle. Mais en réalité, et je cite ici textuellement Vincent Payon, à la page 126 de son livre-programme, que j'ai cité plus haut, la laïcité n'a jamais signifié ni la neutralité philosophique, ni la neutralité politique. Citant au passage Jean Jaurès qui a dit qu'il n'y a que le néant qui soit neutre. De la même façon, la laïcité ne saurait se réduire à une vague tolérance, amenée à tout tolérer à l'école. Là encore, Vincent Payon, à cette phrase, il dit que Clemenceau a bien résumé l'affaire. La tolérance, il y a des maisons pour cela. Vincent Payon, donc, rappelle cette phrase aussi du protestant Rabault Saint-Étienne pendant la Révolution française. « Je ne veux pas être toléré, je veux être libre. » Une laïcité de simple abstention, de vague tolérance, nous expose au relativisme mou. Tout se vaut,
le racisme, le sexisme, l'homophobie. La laïcité d'abstention nous laisse en fait sans valeur, c'est-à-dire sans rien qui vaille qu'on agisse. Parce que une valeur, c'est ce qui nous fait agir. C'est ce qui vaut qu'on agisse pour elle. Une laïcité de simple abstention laisse sans raison d'agir. Nous perdons en fait cette capacité d'indignation, évoquée pourtant avec le succès que l'on sait, par le regretté Stéphane Hessel. Indignez-vous. Soyons clairs, il nous est demandé aujourd'hui, en tant que fonctionnaires, de passer de cette laïcité d'abstention à une laïcité d'affirmation des valeurs. C'est ces valeurs qu'il nous faut maintenant cerner. Car si la morale laïque ne repose pas sur un principe transcendant, révélé, ni sur une croyance ou une théologie, elle n'est pas pour autant un vide de toute conviction ou de toute valeur. Elle ne s'abstient pas de tout choix. Au contraire, même, en lieu et place d'un dogme ou d'une religion révélée, la morale laïque repose sur des valeurs d'autant plus fortes qu'elles sont rationnellement fondées, réfléchies, assumées. Quelles sont ces valeurs? Vous pourriez sortir un stylo bleu et marquer la première des valeurs. Tout le monde la connaît. La première de ces valeurs, c'est bien entendu la liberté. La liberté est la valeur suprême du modèle politique républicain. Elle est le but de l'école, un des buts les plus anciens. D'ailleurs, les plus anciens, dont je suis, se souviennent de cette phrase des programmes de 1985, « L'école, en instruisant, éduque à la liberté ». L'école républicaine se donne d'abord pour mission de donner à l'enfant les moyens de s'arracher à tous les déterminismes qui pèsent sur lui dès sa naissance. On ne lui demande pas de renier sa famille, son histoire, ni même sa religion. On lui demande d'acquérir les moyens d'exercer sur eux un esprit éclairé par la connaissance rationnelle, un esprit exercé contre les préjugés, formé à la recherche de la preuve et à l'esprit critique. La liberté, donc, découle de cette première valeur, une seconde, et là, par contre, il n'y a pas de surprise, ni rien de révolutionnaire, c'est l'égalité. L'égalité des droits de tout être humain découle de la première valeur. C'est une valeur également de l'école, et ce respect de l'égale dignité de la personne humaine amène à considérer qu'à l'école, et ça c'est quand même assez important et bien souligné dans les ouvrages que je vous ai cités tout à l'heure, à l'école, l'enfant est une personnalité en formation. C'est un être fragile, on le sait tous, et donc qui doit être protégé contre les influences extérieures qui voudraient le conditionner avant qu'il soit en mesure d'exercer sa capacité à penser par lui-même. D'où la fonction de neutralité de l'école. Il s'agit de protéger l'enfant dans l'enceinte scolaire. L'autonomie est donc bien le but recherché par l'école républicaine, obéir à la loi qu'on sait soi-même rationnellement prescrite. Donc on est là dans le contraire de l'hétéronomie de la morale traditionnelle, où quelqu'un vous commandait ce que vous aviez à faire. Désormais, on cherche à faire en sorte que le petit républicain se forge lui-même librement ses convictions. Autre valeur de l'école publique, la rationalité. Vincent Peillon va même jusqu'à évoquer, je cite, la foi dans la raison. Là encore, tout ne se vaut pas. Le savoir vaut mieux que l'ignorance, tout simplement. Il y a une distinction à opérer entre savoir et croyance, vérité et opinion. Le savoir dispensé par l'école répond aux exigences de la preuve formelle, de la cohérence logique, de l'expérimentation. C'est pourquoi d'ailleurs la laïcité ne saurait être un scientisme sans se renier elle-même, puisqu'un des critères de la rationalité est précisément l'impossibilité de prétendre posséder une vérité absolue. Bien sûr, il est impossible de quitter le chapitre des valeurs sans évoquer la valeur fraternité. C'est un scoop. Liberté, égalité, 3 petits points, fraternité. La valeur fraternité qui figure aussi, on l'oublie souvent, plus souvent que les autres, dans la devise républicaine. Fraternité, ou si l'on veut, solidarité, ou même convivialité, au sens d'Ivan Illich. La fraternité découle du principe de rationalité. Nous sommes tous des êtres humains, embarqués sur le même, là je cite un poète qui s'appelle Yves Bonnefoy, donc nous sommes tous des êtres humains embarqués sur le même flot de matière qui se rabat sur nous et nous noie. Prisonniers que nous sommes du même vaisseau fantôme,
soumis aux mêmes aléas, à la même finitude, à la même planète, aux ressources limitées. Et il va de soi que nous serons rationnellement bien plus forts pour affronter l'adversité si nous sommes unis et en paix plutôt que déchirés dans de sanglants conflits. Voilà donc à gros traits les valeurs de la morale laïque. La liberté de choisir ce que l'on est à l'encontre des déterminismes sociaux, la valorisation du savoir rationnel à l'encontre des croyances et opinions de toutes sortes, des préjugés de toutes sortes, la dignité, l'égalité, le respect de la personne humaine, la fraternité. Mais ce n'est pas rien. Ces valeurs, il va nous falloir les illustrer, les incarner dans des situations pédagogiques afin de les transmettre à nos élèves, à la fois en termes de contenu et de méthode. Alors l'ouvrage d'Abdelnour Bidar que je vous ai cité tout à l'heure contient un grand nombre de préconisations dans différents domaines. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, parlons maintenant, alors, en grand 2, du livre, qui est le support naturel de la morale, j'allais dire. Alors, au préalable, je dois faire une petite incise sur l'histoire, quand même, aussi. Donc, le livre, support naturel de la morale. Historiquement, bien sûr, la morale, même religieuse, est liée au livre. On n'oubliera pas que le premier livre imprimé fut une Bible, hein, et que l'endroit où l'on préserve les livres s'appelle une bibliothèque. Ceci pour rappeler la liaison intrinsèque entre le livre et puis la religion, la morale. Certaines religions elles-mêmes s'intitulant religion du livre. Hein, on dit les trois grandes religions du livre. Alors il n'y a pas que les livres de morale, de religion, il y a aussi les livres de morale à proprement parler. Alors il y en a eu qui ont été édités jadis, hein, qui s'appelaient livres de morale, qu'on peut aller retrouver sur Internet assez facilement, sur Gallica, comme vous savez. Hein. Le premier éveil de la conscience, voilà. Il faut toujours obéir à la conscience. Il ne fait rien dont il puisse rougir. Des petites historiettes illustrées avec à chaque fois une maxime qui était censée inciter l'enfant à respecter la règle. On trouve dans cet ouvrage de Michel Jury, Petite histoire de l'enseignement de la morale à l'école, un grand nombre d'exemples de ces manuels. On peut aussi le trouver, je le cite tout de suite, au musée de l'école de La Farlette, dont Monique Bousset est la présidente. Et dans ces musées, on trouve un grand nombre de livres de morale authentique qui vous permettent de vous replonger dans cette histoire, sachant que dès cette époque, et tout à l'heure je vous ai parlé de Giordano Bruno, eh bien, Giordano Bruno avait écrit ce célèbre livre, Le Tour de France, de la France par deux enfants. Et tout de suite, je vous le dis, il ne s'agit pas de Giordano Bruno, puisque nous avons vu qu'il avait été brûlé assez tôt dans l'islam, mais d'un pseudonyme et d'une dame qui s'appelle Augustine Fouillé, née Tuileries, livre paru dans sa première édition en 1877, et qui avait donc pris ce pseudonyme parce qu'à l'époque, une femme ne se mêlait pas de choses sérieuses, et surtout pas de morale et de pédagogie. Elle ne pouvait pas publier, c'était plus difficile pour elle de publier sous son vrai nom, qui pourtant est joli, Augustine. Alors, cette petite plaisanterie pour faire le lien avec les livres plus récents. Alors, il va de soi, mais peut-être ça va mieux en le disant, quand même. Il va de soi que cette façon de faire de la morale n'est plus préconisée par l'institution scolaire. Il va de soi qu'il est écrit dans les deux rapports que je vous ai cités que la méthode des adages, des maximes, des leçons à apprendre par cœur doit être proscrite. Ce n'est plus de cette façon que l'on doit enseigner la morale. D'ailleurs, plus personne n'y croirait.
ni les enfants les plus petits, ni vous-même ne croyez à la morale des moralisateurs. Soyons réalistes, le monde a changé aujourd'hui. Et donc il faut faire passer la morale, faire comprendre les valeurs avec d'autres méthodes. Ces méthodes, ça peut être, par exemple, le recours, vous savez, non pas à des livres de morale tout fait, encore que je ne mettrai pas ma main au feu, qu'on ne va pas voir par-ci, par-là, rééditer des livres de morale. On a bien vu la méthode de Cher, revenir, on voit toujours fleurir des nouvelles éditions du Bled. L'avantage de regarder les livres anciens, c'est qu'on peut les comparer avec les livres nouveaux, et certains sont étrangement similaires. Par contre, puisqu'on parlait de la condition féminine, en matière de littérature de jeunesse, je voulais vous signaler, alors c'est pas ça, cet ouvrage, Madame le Lapin Blanc, qui est un des ouvrages des valises que nous avons constitué avec l'association des Amis Jean Équin, et qui se donne pour objectif, finalement, est-ce que vous voyez, c'est assez blanc, ou pas assez blanc. Pourquoi le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles est toujours en retard? Que fait-il en dehors de ses heures de service au palais de la Reine de Cœur? Est-il marié? A-t-il des enfants? À travers le journal de Madame le Lapin Blanc, son épouse, vous allez pénétrer dans l'intimité de sa petite famille, faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée d'un pays où l'on ne trouve pas que des merveilles. Le quotidien de Madame le Lapin Blanc est peut-être moins glorieux que le quotidien de Monsieur le Lapin Blanc, celui qui est toujours pressé, qui court partout. C'est un livre sur la condition féminine de notre époque, et ça vaut très largement un livre de morale traditionnelle. On peut le présenter assez facilement à nos élèves. Là encore, nous l'avons fait figurer dans la collection de livres qu'on a constituée. Alors pour vous réveiller un peu, je vais vous passer maintenant une petite plaisanterie, mais normalement ça devrait vous réveiller. Elle-mère. Il était une fois un troupeau d'éléphants. De jeunes éléphants. De vieux éléphants. De grands éléphants, des gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça, ou autrement, tous différents mais tous heureux et tous de la même couleur. Tous, sauf Elle-mère. Elle-mère était différente. Elle-mère était bariolée. Elle-mère était jaune, et orange, et rouge, et rose, et violet, et bleu, et vert, et noir, et blanc. Elle-mère n'était pas de la couleur des éléphants. C'est elle-mère qui rendait les éléphants heureux. Tantôt ils plaisantaient avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours elle-mère qui a mené le rire. Une interrogation écrite. Elle-mère n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'être différent. Qui n'a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé? Pas étonnant qu'il se moque de moi. Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, elle-mère s'esquiva doucement,
son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra des animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour Elmer !» À chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour !» Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait, un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies, un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elmer attrapa l'arbrisseau et le secoua tant et si bien que les baies tombèrent sur le sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus des baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange, ou de rouge, ou de rose, ou de violet, ou de bleu, de vert, de noir, ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, Elmer s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour, éléphant !» Et à chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour !» heureux de ne pas être reconnu. Quand Elmer retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne remarqua Elmer tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, Elmer sentait que quelque chose clochait, mais quoi? Il regarda autour de lui la même jungle habituelle, les mêmes nuages de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre, et enfin, les mêmes éléphants. Elmer les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ces éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui, il leva sa trompe et il hurla à tue-tête. Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bonds dans tous les sens. Nom d'une pipe! Puis ils virent Elmer qui n'en pouvait plus de rire. Alors les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva et au contact de la pluie, Elmer redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand Elmer retrouva toutes ses couleurs habituelles. Oh, Elmer! Sacré Elmer! Tu nous as jamais fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es battu. Nous devons célébrer ce jour chaque année. Ce sera le jour d'Elmer. Les éléphants se décoreront et Elmer se peindra de la couleur des éléphants. Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et ils se pavanent. Si ce jour-là vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'est Elmer, sans aucun doute.
Voilà, bon. Bien sûr, j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, au moins en album, mais elle existe aussi donc en version vidéo. Elle peut être exploitée assez facilement avec les enfants bien sûr de maternelle, mais également les plus grands, voire les adultes, car il est une opinion tenace selon laquelle certaines choses seraient réservées aux petits, d'autres aux plus grands, alors qu'en réalité, ce type de support peut servir dans différents cycles. La leçon en est quand même assez, je trouve, assez grave et assez sérieuse. À mon avis, c'est beaucoup plus sérieux de travailler sur elle-même avec les élèves et de leur poser un questionnement sur pourquoi Elmer ne veut plus être comme les autres, pourquoi quand il passe devant les éléphants, devant les animaux, ceux-ci l'appellent bonjour Elmer, quand il revient on lui dit seulement bonjour éléphant, hein, la différence entre le nom propre et le nom commun. Il y a toute une série d'apprentissages extrêmement sérieux et moraux qui peuvent être posés à partir d'un conte de cette sorte. Et à mon sens, je trouve ça beaucoup plus sérieux de travailler avec ce type de source qu'avec un manuel qui dirait seulement aux enfants tu dois bien dire bonjour à la dame quand tu la croises dans le couloir. Hein, et dicter seulement la règle sans l'expliquer. C'est beaucoup plus sérieux donc, de le faire vivre par des albums de jeunesse. Mais tout ça, je sais bien que vous en êtes persuadés. Donc les livres de morale classique doivent être bannis. La littérature de jeunesse, bien sûr, doit être employée sans modération. J'avais un autre exemple, mais bon, le temps avance. Yacouba, vous connaissez l'histoire de Yacouba, ce guerrier qui est censé faire ses preuves en allant tuer un lion dans la jungle, qui tombe sur le lion, mais le lion est déjà malade, se pose le problème moral de savoir s'il doit tuer le lion et revenir glorieux, gloire usurpée, et s'il doit être authentique avec lui-même et renoncer à abattre le lion. Vous connaissez tous cette histoire. Des enfants, apparemment, dans un autre département que le nôtre, en ont tiré un petit travail. De partout à la ronde, on entend le tambour. Au cœur de l'Afrique, dans un petit village, on prépare un grand fête. C'est un jour de fête. On se maquille, on se parle. C'est un jour sacré. Le clan des adultes se rassemble et désigne les enfants en âge de devenir des guerriers. Pour Yacouba, c'est un moment. Il faut apporter la preuve de son courage et seul affronter le lion. Sous un soleil de plomb, marcher, franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocheux, forcément. Air, bien sûr, vent, certainement, eau, très peu. Voilà, bon, le temps manque pour tout visionner. Bon, l'intérêt de ce travail, c'est qu'il y a une réappropriation par les enfants de l'histoire, avec de la musique évidemment, et toute une logistique qui a été employée par les adultes. Mais sur l'internet, on le trouve, on voit que les enfants ont coopéré pour travailler ce conte, les uns découpant, les autres mettant la couleur, inventant des nouvelles situations, etc. Et ça se fait, voilà, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça se fait dans le cadre, c'est à Montpellier, hein, Académie Montpellier, donc ça s'appelle Enfants et Cinémage. C'est une opération qui est menée parallèlement à École et Cinéma. C'est une sorte de festival de création des enfants, dont on vient de voir un exemple, avec voilà, une affiche qui est plus élaborée que la nôtre. Voilà. Les écoles primaires de la ville de Montpellier font leur cinéma. Les écoles primaires de la ville de Montpellier font leur cinéma. Quelqu'un, hier, lors des tables rondes partenariales, disait que les élus avaient un rôle à jouer. On
on aimerait bien voir des élus jouer ce rôle partout. Bon, il y en a, hein, puisqu'à la Garde, vous savez qu'on est bien soutenu pour le festival Jean Écart de poésie vivante. Et donc on a là une réelle interaction entre une volonté communale et puis un travail dans les classes qui peut être valorisé de cette façon-là. Donc la littérature de jeunesse peut être utilisée. Bon, vous savez aussi que la poésie constitue une ressource privilégiée. Alors je sais, vous vous dites, si l'inspecteur commence à parler de poésie, on n'est pas sorti avant la nuit, hein, c'est clair. Donc je vous rappelle seulement hein, que la poésie, par rapport à... Alors attendez, normalement là j'ai quelque chose à vous montrer, qui illustre la poésie d'une façon... Moi j'ai pas dû le mettre, tant pis. C'est cette, vous savez, cette image qui figure sur le livre d'Énergie Slam, Le Cri, hein, l'image. On voit cette... il y est. Ah, voilà. Le problème de lunettes, donc voilà, cette image illustre parfaitement ce qu'est la poésie en fait, et qui a à voir quelque part avec l'absence de morale transcendante. C'est-à-dire que le poète se rend compte qu'il est seul au monde, et, comme disait Rimbaud, personne derrière moi. Où trouver une main amie, Rimbaud dans la saison en enfer, et on voit le monde qui devient tout visqueux, tout informe, et ce personnage qui souffre, alors que d'autres, les barrières, les personnages verticaux, les petits bateaux, là, semblent rester dans la normalité, alors que lui, le poète, pour moi c'est cette interprétation que je donne à ce tableau, a compris qu'en fait il n'y a rien d'autre que lui-même, c'est l'effroi. Hein. Et le poète se donne pour but justement de combattre ce vide, ce néant, avec les mots. Hein. Le poète, celui qui croit dans le pouvoir des mots, il aime les mots, il questionne les mots, il pense qu'en mettant les mots dans un ordre différent de l'ordre ordinaire, on trouverait peut-être du nouveau, comme disait Rimbaud, on trouvera du nouveau. Hein. La poésie, comme dit Yves Bonnefoy, c'est le déni instinctif de l'autorité du concept. La poésie se méfie des mots eux-mêmes. Elle refuse de se laisser enfermer par les mots, devenus des conventions, des slogans, des idées toutes faites. En fait, la poésie cherche la liberté dans les mots, par les mots et même au-delà des mots. En quoi on peut dire que la poésie, c'est la laïcité poussée jusqu'au bout. Donc vous savez très bien que la poésie constitue une ressource fondamentale pour faire la classe et pour interroger la réalité morale du monde. Alors venons-en maintenant rapidement au comment, les méthodes. Là vous pouvez écrire grand 3, 3, 1. Pédagogie laïque et pédagogie cléricale. C'est pas le ministre qui l'a dit, c'est votre serviteur. Mais je vais quand même céder la parole à Ferdinand Buisson. Voilà ce que disait Ferdinand Buisson. Alors vous voyez que Ferdinand Buisson, c'est l'époque de Jules Ferry. Il nous disait ceci. Le premier devoir d'une république est de faire des républicains. Et on ne fait pas un républicain comme on fait un catholique. Pour faire un catholique, il suffit de lui imposer la vérité toute faite. La voilà, il n'a plus qu'à l'avaler. Le maître a parlé, le fidèle répète. Toute l'éducation cléricale aboutit à ce commandement, croire et obéir, foi aveugle, obéissance passive. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain, si petit et si humble qu'il soit, un enfant, un adolescent, une jeune fille. Il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, et que c'est à lui de rechercher la vérité, et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit, temporel ou spirituel. Pour arriver à juger soi-même selon la raison, il faut un long et minutieux apprentissage. Cela demande des années, cela suppose un exercice méthodique et prolongé, c'est qu'il ne s'agit rien de moins que de faire un esprit libre. Donc ça date de l'époque de Jules Ferry, dont Ferdinand Buisson était un contemporain. Et Ferdinand Buisson ajoute même qu'il n'y a pas d'éducation à la liberté si l'on ne met pas l'intelligence en face d'affirmations diverses, d'opinions contraires, en présence du pour et du contre, et en lui disant « compare
et choisis toi-même. Vaste programme pour nos classes, n'est-ce pas? Voilà l'idéal, soyons pragmatiques. Je connais bien les conditions dans lesquelles vous travaillez, il n'est pas possible d'avoir ce type de pédagogie à chaque fois, à chaque heure de la journée. Certes, cependant, il y a une pédagogie cléricale. C'est donc, par opposition à cette pédagogie laïque, celle qui dit à l'enfant, voilà la vérité. C'est ce qu'on appelle aussi la pédagogie magistrale. Le savoir est révélé. La pédagogie laïque, en revanche, peut s'assimiler à la pédagogie active, qui permet à l'enfant de découvrir, de se confronter au réel, de relever des défis, de résoudre des énigmes. Je sais bien qu'on ne peut pas être constamment en activité de recherche, en mise en défi, en questionnement, mais on peut le faire en partie. Et c'est toute une question d'équilibre. On est au pays de Montaigne, et Montaigne était un homme d'équilibre et de modération. On ne va pas tout révolutionner, mais il faudrait quand même, là j'en parle en connaissance de cause, peut-être que les enfants puissent davantage être mis en situation, en activité, dans le courant de leur, j'allais dire de leur vie scolaire, mais aussi de leur vie éducative. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on retrouve ici la question des rythmes scolaires et de la coopération. Il y a des moments où il faut bien que l'on fasse des exercices et de l'entraînement, puis il y a d'autres moments où il faudrait mettre l'enfant en situation de découvrir lui-même le monde, de se construire lui-même ses propres valeurs, et d'être confronté à l'énigme dans un questionnement. Cette réforme, donc, doit nous amener à accroître la coopération, le partage. Alors, j'aurais scrupule à continuer à vous donner des exemples, puisque depuis hier, j'ai changé un petit peu. Je me suis un peu enrichi, j'ai regardé les productions que vous avez faites, et je trouve qu'elles sont vraiment remarquables. On voit que dans les classes, il se passe énormément de choses, que vous avez réfléchi à la question, d'ailleurs en synergie avec l'équipe de circonscription, puisque nous travaillons quand même depuis des années sur ces questions, de la mise en place des BCD, de la mise en voie du livre, de la mise en activité de l'élève. Et je trouve que c'est dans ce sens qu'il faut continuer. En gros, je devais parler de la BCD, mais Mme Violi ne veut pas en venir en dire quelques mots. Non, je plaisante, puisque le temps est déjà très, très dépassé. La BCD est une autre piste pour mettre les enfants en situation de coopération. La BCD offre normalement un espace de liberté à l'enfant. La BCD, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas seulement une collection de livres. C'est un endroit où l'enfant peut venir de lui-même exercer son autonomie finalement, se confronter au savoir et aux sources du savoir de façon autonome ou avec d'autres consignes que simplement écouter le maître et appliquer une consigne en classe. C'est pourquoi il faudrait développer la BCD, c'est pourquoi on va essayer avec mon équipe de s'y attacher. On l'a déjà fait dans le passé, on va y revenir encore. La BCD, c'est aussi le lieu où on peut rencontrer d'autres personnes que le maître. Sur ma feuille, j'avais marqué où en est-on. Normalement, je vous passe un PowerPoint, on regarde où on en est. Mais on n'a pas le temps. Dans les autres manières d'aborder la morale à l'école, il y a bien sûr les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine sont très souvent méconnues ou mal comprises. Par exemple, La Fontaine n'a jamais dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure, puisque celui qui a raison dans la fable, c'est bien l'agneau quand même. Le loup, lui, ne fait qu'avoir faim. On pourrait faire d'ailleurs des liaisons avec Marlaguette, qu'on a vu tout à l'heure. Marlaguette, c'est une histoire d'un loup qui est sauvé par une petite fille qui lui fait promettre de ne plus jamais manger d'oiseaux, mais le loup va dépérir. Un loup est un loup, le loup doit manger. On pourrait faire le lien assez facilement entre cette histoire du loup de Marlaguette et puis le loup de la fable. Là encore, on peut trouver différentes propositions dans la valise livre qui sera mise à votre disposition autour des fables. Voilà donc toutes ces pistes de travail qui confortent notre activité commune. Nous avons dans la circonscription, je pense, commencé à travailler depuis déjà des années dans le sens de cette morale laïque entendue comme émancipation de l'enfant, et respect de la personne de l'enfant.
Il s'agit à certains moments de lui inculquer des leçons magistrales parce qu'on ne peut pas tout faire sur le mode de la pédagogie active, mais il faut aussi lui permettre, à travers des activités maîtrisées, de trouver du sens à ce qu'il fait, et en particulier en le faisant travailler à la fabrication de son savoir, fabriquer un album, fabriquer un conte, et également, par exemple, dire des textes qu'il aura lui-même fabriqués. Vous savez qu'à cet égard, il y a une approche qui est particulièrement riche, potentiellement, qui permet à l'enfant de passer de l'écoute à l'expression. Et cette activité, c'est le slam. C'est-à-dire le slam n'étant, à mon sens, mais les slameurs vont nous dire ce qu'ils en pensent, le slam n'étant, à mon sens, qu'un retour de la pédagogie, de la poésie antique, la poésie qui était dite, y compris par les troubadours dans les châteaux. Les gens venaient et disaient leurs textes. C'est-à-dire que là, on passe d'un état de réception passive à un état de production. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire sur la morale laïque. Je pense que nous sommes dans la circonscription bien partis pour assumer cette mission nouvelle qui nous est confiée. Et pour ce qui me concerne, je vous fais complètement confiance d'après ce que j'ai pu voir sur les murs et ce que je vois aussi parfois dans les classes quand je viens vous rencontrer. Merci à tous. Tu t'es déguisé en poésie pour mieux soulever mes joues, te glisser sous mes sermons, arracher mes faux amis et butiner ma prose. Nous glanerons quelques silences, pinaillerons sur les sentences, enjamberons ainsi les rimes et les cimes. Je te prêterai mon sonnet pour affronter les vents légers, nous filerons la balade en promenade. Et suspendus à des images, nous coucherons là sur les pages nos pieux désirs d'harmonie et nos envies. Tu seras mon Picasso des mots et moi ton douanier Rousseau. On fera des rondons dans l'eau. Nous cueillerons quelques bleus et les lâcherons au vent léger pour qu'ils puissent se reproduire et grandir. Nous bercerons nos illusions, leur chanterons quelques chansons comme si dormaient avec ce chant nos enfants. Mais pour la bagatelle, pas besoin de dentelle, moi je te veux nue. Soyons au pied de la lettre, ça y est, je suis prête. N, hop et Q. Allons ensemble en promenade, allons ensemble en rigolade, de sursaut en dégringolade, et exhumons-nous du baratin des écrivains, et picolons jusqu'à plus soif des mots d'amour bien dégueulasses, à faire trembler tous les coincés. Ratatine. Après la conquête espagnole, on tentera la carmagnole, on dansera sur des tangos rigolos, on cueillera quelques bleuets et je me trompe complètement, je suis perdue. Voilà, c'est un slam, alors ça arrive, on se trompe, là, je connais. Je l'ai fait plein de fois, puis là, je ne sais plus. Alors, je vais laisser la place à mes amis slameurs. Voilà. Coco. Ce soir, je suis une sorcière. Je vais vous prendre toutes vos prières, je vais vous faire vivre l'enfer. Pour moi, rien n'est plus pur que de vous dévoiler mon côté sombre et obscur. Je suis une fille chouette et sensible. Ne chauffez pas mon sang, je peux devenir horrible. Viens par ici, mon premier flirt. Toi qui m'as laissée seule, amoureuse à espérer pendant que tu t'en allais courir vers d'autres lèvres. Coureur, beau parleur, séducteur, attention, je ne suis pas si mièvre. Ce soir, je vais te donner la fièvre, avec un soupçon de genièvre. Tu vas te réveiller muni d'un bec de lièvre. Ce soir, je suis une sorcière. Mon chaudron est là tout près, il sent le feu et la forêt, sa vapeur va vous terrifier. À qui le tour? Je suis pleine d'humour. Viens par ici, mon premier amour. Toi qui as préféré qu'envoler avec celle qu'on t'avait choisie, plutôt que de te battre pour nous deux qui étions faits pour toute une vie. Lâche, veule, déserteur. Attention, je ne suis pas si apprenti. Ce soir, je vais te faire boire avec une formule de mon grimoire.
Tu vas te réveiller, ma source, tu vas rechercher. Mais tu resteras la gorge sèche à jamais. Ce soir, je suis une sorcière. J'en ai assez d'être reconnaissante, de dire ok à tous ces coups qui soi-disant nous charpentent. Je vais être cruelle, je vais être méchante. Viens par ici, ma meilleure amie, toi qui n'es pas venue au moment important de ma vie, toi qui as su prendre, mais pas rendre. Égoïste, intéressé, sans cœur. Attention, je vais te faire payer avec quelques clous et 3 vipères, une araignée pour faire passer. Tu vas te réveiller, te dégoûter. L'odeur du putois ne rapporte pas un denier. Ce soir, je suis une sorcière. Je porte tous mes attributs vêtus de noir, les cheveux raides surmontés d'un chapeau pointu. Je suis envieuse, je suis jalouse. Viens par ici, mon manque de flouze. Toi qui m'empêches de vivre dans le luxe et la volupté. Toi qui es au pouvoir et qui nous tient les poings serrés. Escroc, voleur, arnaqueur, filou, attention, je ne suis pas si modérée. Ce soir, je te jette un mauvais sort. Écrit avec une plume de corbeau. Tu vas te réveiller citrouille et moi, cœur d'or. Demain, je suis une fée sans défaut. Adieu, rats, souris, chair de poule et bougies. Je troque mes hiboux et mes chats contre ma vie faite de haut et de bas, mais malgré tout, je garde mon côté sorcière. C'est le meilleur remède contre mes fantômes et mes démons, un moyen de lutte. Et puis, c'est si bon d'être parfois un vrai poison. Bonjour, le texte que Coco vient de faire, vous pouvez le retrouver dans le livre qui est en vente au stand là-bas et qui nous permet de voyager. Quant à moi, je vais vous raconter ce que je fais les dimanches de cantonale. Le dimanche des cantonales, moi, j'ai voté. C'est pas que j'ai un t-shirt avec marqué « I love tel ou tel » ou que je connais sur les bouts des doigts des paroles de discours socialistes. Encore moins que je fantasme sur un physique en faisant ma vaisselle ou parce qu'il y a le pote d'un pote de mon pote sur une liste façon choriste. Non, le dimanche des cantonales, j'ai juste voté. Je me suis pas rendue dans l'isoloir, la lutte dans le cœur et le poing levé. Je n'avais pas la poitrine remplie d'espoir et les yeux tournés vers l'avenir. C'est seulement que chez moi, eux, les frontistes, même en roller, ils iraient voter. Et je la connais, leur gueule de vainqueur quand la démocratie flirte avec le pire. Et qu'on vienne pas me dire, tous pourris, tous pareils. Ne vous déplaise, il y a une hiérarchie dans la connerie. J'ai fait ma ville, ma terre, mes racines, mon soleil, aux mains de fachos légitimés traitant des gosses de gris. Je viens pas vous donner une leçon citoyenne, je m'en prends pas aux abstentionnistes. Niveau engagement, je suis souvent assez moyenne, voire des fois carrément égoïste. Alors je la comprends, l'indigestion de salade politicienne et l'impression qu'on nous méprise. Mais moi, je suis devenue végétarienne le jour où Toulon a été bouffé sauce bêtise. Alors le dimanche des cantonales, j'ai juste voté. J'ai voté sans une pensée pour les révolutionnaires. Je suis certainement l'héritière d'un cerf et une déclaration m'a transformée en mouton. Elle a bien existé, la grande période des Lumières. Mais depuis, quelques-uns ont vite réappuyé sur le bouton. Il y a toujours des types qui dorment par terre, ça n'a pas bougé depuis Voltaire, et d'autres riches et bien au chaud, c'était déjà comme ça avant Rousseau. Alors je ne suis pas allée prendre la Bastille, armée de ma carte d'électeur. J'ai pris les mains de mes 2 petites filles, et malgré ce système et mes rancœurs, le dimanche des cantonales, j'ai juste voté. Ça va, je suis pas non plus dans ma bulle. Je sais que ma voix n'est qu'une décimale au 5e rang derrière une virgule qu'on analyse, avance, recule, au gré de la volonté de puissance sans scrupule. Alors j'ai pas attendu les résultats scotchés à ma télé de façon fébrile. Je me suis pas emportée, je me suis pas réjouie. Je me suis endormie devant une série parmi les plus débiles. Mais j'avais voté parce que je le pouvais et que j'en avais encore envie. Alors ouais, le dimanche des cantonales, j'ai voté. Et dans les jours qu'on suivi, j'ai pas bossé, j'ai manifesté. C'est pas que j'ai un t-shirt avec inscrit « I love Révolution », quoique, si vous vouliez mon opinion, mais j'ai toujours ces 2 petites filles à la maison qui croient le monde en construction. Et je voudrais pas qu'elles s'imaginent qu'un pouvoir élu a toujours raison, qu'il détient l'unique solution et que la seule façon de vivre, c'est dans l'obéissance et la soumission.
extraordinaire pour pas avoir de trous, vous pouvez aussi slammer avec une feuille de papier. Ça le fait. Les saints valent rien pour les seuls au monde, qui se croient épargnés et malins, sont pas d'ivresse, juste le raisin, qu'ils dégustent solo dans des verres trop grands aux tables des cafés aseptisés et tamisés. Protégés du chagrin, mais aussi des câlins, ils demandent le plateau, ils attendent demain, ou un autre jour. Et puis c'est tous les jours pareil, ils se trompent de vie, plus adultérins de leurs désirs, plus libres de leurs envies, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes si personne ne les aime. Il y a ceux qui marchent à deux aussi, qui y croient, en avant, en arrière, qui se tiennent bien droit, qui se tiennent par la main. Ceux qui ont trouvé béquilles et chaussons à leurs pieds, tellement fusionnés qu'en se retournant, ils ne verront qu'eux-mêmes au fond de leurs pupilles écarquillées. Et réciproquement. Ils sont fidèles, ils se disent à jamais, surtout quand il n'y a plus rien à dire. Le manque d'opportunités les a rendus tous scotchés. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de chacun, pas de chacune, et s'envoient en l'air juste pour le plaisir, en toute liberté, plein de saints et de saintes qui ne demandent rien d'autre que de l'amour, à temps partiel, pour se laisser le temps de contempler d'autres ciels, contrat à durée déterminée, mais surtout pas interminable. Finalement, tous ces Valentins, avec ou sans Valentine, ces Valentines, avec ou sans Valentin, se reproduiront, c'est certain, et feront des petits, qui se reproduiront, qui marcheront dans leurs pas ou pas. Sans ou avec, finalement, il n'y a pas de barrière quand on s'aime. Juste un grand vide quand l'autre n'est plus là. Ou ne fait pas ce qu'il faut. Ou ne fait pas celui qui. Ou ne fait pas cela que. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne fait pas, toujours quelque chose qui ne va pas. L'amour est une histoire de quête et tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Ou à quelle poupée on jouait quand on était bébé. Car faut pas rêver, hein, on est bien tous bien calibrés. Et il y en aura pour tout le monde. Aux enfermés de la terre, ou aux libres penseurs qui ne savent plus quoi faire, je voudrais faire une prière pour qu'ils prennent l'air de l'amour, un refrain plus serein. Avec ou sans mur de parpaing, jeunes, vieux, travailleurs ou chômeurs, rentiers, précaires, qui ne savent pas quoi faire, malades, détenus, sportifs et autres oubliés, pour qu'ils ne disent plus jamais « si j'avais su » ou « je suis désolé ». Aux amoureux de la terre, je voudrais faire cette prière, aimer sans compter, mais ne vous laissez jamais enfermer un mois, une semaine, une heure. N'ayez surtout jamais peur, il n'y a pas de fin d'amour, il n'y a pas d'histoire triste, mais que des regrets à retrouver sa solitude entre soi et soi sans plus pouvoir la partager. Aux amoureux de la terre, je voudrais faire cette prière, aimer sans compter, puisque de l'amour vous êtes nés. Merci. Au départ, je voulais vous faire un truc sur les mots, mais vous allez pouvoir le trouver dans ce livre-là, puis j'ai peur aussi d'en oublier. Alors, je vais essayer peut-être autre chose. J'ai un peu moins tenté, c'est sur le mode participatif. En ayant une petite pensée pour Alain Leprest, qui était un grand poète, un homme attachant, à Henri Tachant d'ailleurs, qui lui a dédicacé un de ses recueils de poèmes qui s'appelle Trala-Hurlette. Et Alain Leprest chantait un truc comme ça, vous allez vite comprendre. J'aimerais que ça cesse, de se dégrader, sans un bénéf, SDF. Et il fait toute la chanson comme ça. Moi, ce qui me blesse, c'est d'être soldé, sans... Attendez, oui. Pour pas BZF, SDF. Je n'ai pas d'adresse. Rien à garder. Pas de téléf. SDF. Alors on peut travailler comme ça, avec le sigle qu'on veut. Vous pouvez essayer avec RAS, CGT, enfin comme vous voulez. Bon, là j'ai fait un petit détournement de consigne dans l'atelier d'écriture et ça donne ça.
comment que j'ai la haine? Est-ce que j'en ai l'air? Je suis pas énervé. Énervé, j'ai pas de grief. Et puis j'en veux pas. Parce que c'est assez. F-A-C. Et oui, c'est comme ça. Me suis assagi. Suis plus exalté. Agité. Je trouve plus les mots. J'en ai plein le cul. Ça va déraper. Occupé. Tu crois que je t'aime? Aime. Tu m'as regardé. Devant, pas derrière. MDR. Il faut renoncer. Car je suis un gars. Ça va pas passer. C'est cassé. On n'est pas des veaux. On n'est pas des abbés. Ni des abrutis. Obéis. Je veux pas vous retarder. Mais si vous regardez, il me pousse des ailes. DDL. Faut passer derrière ça. Hein. Faire mon possible. La cité. Et toi, la meuf, qu'est-ce que t'as me reliqué? Moi, j'ai des habits neufs, et alors, je les ai pas volés. C'est pas de ma faute à moi si les portes des camions laissent tomber les cartons tout en bas de chez moi. Avec des fringues normales, avec des fringues de marque, c'est normal que tu craques. On va pas les laisser dans la rue, nos cités sont pas des poubelles. Faut surtout pas qu'on soit mal vu, les keufs reviendraient faire du zèle. Si t'as un peu de thunes, apporte des feuilles de menthe. On en fumera quelques-unes, c'est cool pour la détente. Sur la vie de ma mère, tu peux venir te balader. Il n'y a que de la bière dans nos verres, tu te feras paniquer. Et si t'es sympa, je te ferai voir dans ma piole mon nouveau carnet de chèques, Crédit Agricole. Après, on ira dans ma tire, je te ferai visiter ma cité. Tu verras, tu ne voudras plus partir, tous mes potes voudront t'embrasser. Après, on se mariera tous les deux et je t'emmènerai au pays. Tu verras, on sera heureux, avec toi et Rémi. Ils ont dit aux infos qu'on glandait rien de la journée, au lieu d'être au boulot pour gagner notre loyer. Mais nous, on a déjà tout ça, toutes les allocs d'ici, et on voudrait faire comme ça, le restant de notre vie. On n'est pas des gangsters, on se débrouille comme on peut, avec la misère, la galère, la colère, et j'en ai d'autres, si tu veux. Le retour au pays, ouais, c'est bien joli, mais qui fera tous nos chantiers? Il vous faudra alors prendre nos peines, nos brouettes et nos salaires de misère. Vous verrez si la vie est belle, et de quoi vous aurez l'air. Vous avez eu la guerre, et après le boulot, nous on est encore en galère, et pas de taf de sitôt. Avant de nous parler de l'intégration pour soi-disant devenir français, de savoir l'histoire de la nation et tous les verbes conjugués, il faudrait changer les mentalités et ne pas nous accuser en somme de tous les maux et symptômes de notre très chère société. Bonjour, je m'appelle Mu, je suis slameuse. J'avais la phobie des insectes. Il me restait des faux billets. Je roulais mes billes dans ton secteur, maybe tu n'étais pas à sec. Dans l'atelier de la bonne fortune, je tenais mon journal d'un flou. En date du 12-12-2000 flouze, je n'espérais pas un bouquet de thunes, mais un coup de bol sur champ de ruines. Tu parlais des scorpions et des poux, de ces bestioles qui n'ont pas de QI, mais résistent à Fukushima. Tu raisonnais comme un filou sans karma qui fait son miel des stock options, mais qui a des cachets plein les poches. Contre les temps qui piquent, contre les taxes puantes, contre les... dont les effluves, va dire les mouches, contre les crises de fisc, contre les prises de risque, contre les prises de poids et les crises de ta foi dans le futur.
Tu disais, les gens sont pervers qui calculent l'impôt à la louche comme des fourmis sous influence, sans garde-flou ni savoir-faire. Tu disais, le marché est flourbe, il faudrait davantage de flexibilité pour conserver les équipes et maintenir les bénéfices. Tu disais, oh le flou, quel flanc, quel être perfide, personne ne sait vraiment où va son fric. Tu disais, lorsque Paris se prépare une tartine, c'est la Belgique qui mord dedans. Moi je t'écoutais en vis-à-vis. Un flou peut en clasher un autre, mais le monde entier sait bien que quand c'est flou, il y a un loup, et j'avais justement une fin d'eux. C'est comme ça. Les uns ont du creux au ventre, les autres nagent de l'utile au superflu, et certains sans état d'âme consentent à sucer d'années. C'était un jour unique de décembre 2012. Donne-moi une chance rapide comme la tempête, et je ne suis plus que flou fuyant à gorge déployée, je ne suis plus qu'époustouflou. Russie, Flandre, Suisse, qu'est-ce que je m'en floue? C'était loin d'être un coup de foudre, c'était un vrai floutage de gueule. Ça ne permet même pas de gommer, de résoudre cette énigme géniale. Comment ça se fait que seulement 10% des porte-monnaies vont conserver, fermés, jaloux, 90% du magot mondial? C'était un jour unique de décembre 2012. Tout était bon pour se renflouer. Fini la loose. L'exil exhale son parfum suave. Nous chassons mes bourdons, tes cafards. Et moi, tel un flou-garou, je me gave aux délices et aux écarts d'une histoire sans fin. Voilà. Alors, comme je suis présidente d'Énergie Slam, donc tous nos slammeurs sont passés. Et les textes que nous avons dit, il y en a une partie qui sont là, notamment celui que j'ai rappelé au début. Donc merci de votre attention et nous sommes là en stand tout à côté.